Alors, ces législatives ukrainiennes, Bernard Guetta, est-ce que vous pourriez, dans l'art de la synthèse qui vous caractérise, en donner les 2-3 items essentiels? Moi, je dirais une seule chose. Le grand perdant en est Vladimir Poutine. Voilà le président... Qui n'était pas candidat officiel. Oui, mais qui avait un certain rôle dans cette crise, disons-le. Non, sérieusement parlant, voilà un président de la Fédération de Russie qui, depuis un an, avec une obstination absolument stupéfiante, s'est employé, et avec quel succès quand on voit le résultat de ces élections, à briser un lien qui était extraordinairement profond entre la Russie et l'Ukraine. De tous les anciens pays de l'Empire russe, l'Ukraine était certainement celui qui, culturellement, linguistiquement et même historiquement, familialement, bien sûr, étant donné le nombre de familles qui sont à la fois russes et ukrainiennes, était de loin, je le répète encore une fois, le plus proche de la Russie. Eh bien, Vladimir Poutine a eu une attitude tellement détestable, tellement agressive, a tellement voulu, par la force des armes et la subversion, remettre la main sur ce pays qui, en vérité, ne demandait qu'à rester proche de la Russie, que le résultat est là. Quelque 70% des électeurs d'Ukraine ont voté hier contre la Russie et pour l'Union européenne. Bien, du strict point de vue des intérêts nationaux de la Russie, cela s'appelle un fiasco total. Galéa Kerman. Moi, je voudrais relever un autre résultat très intéressant de ces élections. Pendant toute cette campagne anti-ukrainienne qui a été menée tambour battant par les médias russes, on a fait miroiter le spectre d'une Ukraine fasciste, d'une junte qui est au pouvoir à Kiev, d'un horrible secteur de droite. Oui, et la propagande russe s'en est donnée à cœur joie là-dessus. Bien sûr, d'un horrible parti Svoboda. Bref, c'est quasiment... C'était la revanche des néo-nazis, en fait, sur la glorieuse armée rouge. Exactement. Et voilà tombe le résultat de ces élections qui ont été reconnues par l'ensemble de la communauté internationale comme élections démocratiques, honnêtes, transparentes. Et même la Russie reconnaît ces élections. C'est déjà un grand pas en avant. Et même si ici ou là, il y a des irrégularités qui vont sans doute faire l'objet de recours, mais comme j'allais dire, comme partout. Comme partout, et pas plus que partout. Et c'est un pays où quand même une partie du territoire est occupée, il ne faut pas oublier. Et donc, il n'y a ni Pravý secteur de droite, ni Svoboda, et le parti nationaliste d'Oleg Lashko, que les Russes prédisaient aussi parmi les grands gagnants, n'a eu que quelques pourcents. Donc, il ne pourra pas dicter quoi que ce soit. Ce sont les partis pro-européens, parti de Poroshenko, parti du Premier ministre actuel Yatsenyuk, parti de Yulia Tymoshenko et quelques autres. Mais enfin... il n'y a plus de communistes, c'est déjà une excellente chose, et il n'y a aucun parti qu'on qualifiait vraiment de droite. Et même ce Lyashko qui est nationaliste, c'est un parti nationaliste, c'est sûr, c'est un parti pro-européen. Qui veut une union avec une alliance avec l'Union européenne. Donc, Antoine Arlakovski, il y a quelque chose de bizarre pour quelqu'un qui n'est pas spécialiste de l'Ukraine, c'est que on a beaucoup lu, entendu qu'il y avait, quelle que soit la violence de la Russie, il y avait quand même une part importante de la population ukrainienne qui était russophile, qui était beaucoup plus proche, pour les raisons que Bernard Guetta rappelait tout à l'heure, historiquement, culturellement, familialement, de la Russie, surtout dans la partie orientale. On en voit d'un certain point de vue, pas trace électorale, comme s'il y avait peut-être une sous-estimation dans le scrutin du rôle quand même réel de cette partie-là de la population ukrainienne.
Alors, le scrutin, on n'a pas encore tous les résultats. Il y a 60% des bulletins qui ont été dépouillés. On sait que pour la partie de proportionnel, c'est-à-dire les listes, le parti bloc d'opposition, où se retrouvent les anciens du parti des régions, forme à peu près 10% des députés. Mais ils sont plus nombreux encore dans l'autre parti qui concerne encore 250 députés, la partie majoritaire. Là, on dit qu'il y a 70 députés qui ont voté les lois terribles du 16 janvier contre les libertés, qui sont passées et qui vont rentrer dans la Rada. Donc, ça veut dire, et on voit que ces voix-là, c'est justement dans la région de Kharkov, dans la région de Donetsk, dans la région de Lugansk. Donc, ça veut dire qu'ils vont quand même avoir leur mot à dire. Mais je suis d'accord avec Bernard Guetta. Poutine a tout fait pour finalement pousser l'Ukraine vers l'Europe. Il y a une majorité très importante autour de Poroshenko, de Yatsenyuk qui va rester Premier ministre. Il n'y a pas de doute. Là, il n'y a pas de doute pour vous? Et il n'y a aucun doute. Et c'est une bonne nouvelle pour moi. Parce qu'au mois d'août, début août, Poroshenko avait été tenté de se débarrasser, en tout cas de prendre distance vis-à-vis de Yatsenyuk. Yatsenyuk avait dû taper du poing sur la table. Et finalement, il est resté. Donc là, il y a toutes les chances pour qu'il continue. Et c'est la principale angoisse des Ukrainiens. C'est que ne se reproduise pas ce qui s'est passé après la Révolution orange, avec cette dispute infernale entre Timoshenko et Yushchenko. Là, et Poroshenko et Yatsenyuk ont conscience qu'ils ont 2 ans devant eux de réformes à accomplir très dures sur le plan du prix du gaz, de l'électricité, la réforme de la justice. Ils doivent réformer complètement et changer tous les juges. Enfin, bon, ça va être un peu comme la Pologne 91-93. Et donc, ils ont intérêt à être vraiment soudés pour réussir ces réformes. Nathalie Pasternak est avec nous, présidente du comité représentatif de la communauté des Ukrainiens de France, et elle est par téléphone avec nous de Kiev. Racontez-nous comment ces résultats, encore partiels, sont accueillis à Kiev. Oui, bonsoir à tous qui êtes sur le plateau. Les résultats sont accueillis avec, je dirais, avec beaucoup de sérénité. Aujourd'hui, on a vu des Ukrainiens qui ont finalement garanti, enfin en tout cas apporté une caution au gouvernement et au président Poroshenko, leur disant finalement votre politique, c'est la politique que l'on veut suivre et c'est ça que l'on veut. On est prêt. Je rebondis sur ce qu'en dit Antoine tout à l'heure, M. Arajakowski. Poroshenko et Yatsenyuk vont entamer des réformes, et ces réformes, les Ukrainiens savent qu'ils doivent passer par ces réformes, et donc en votant pour ces 2 partis, ils sont prêts, ils ont montré qu'ils étaient prêts à accepter ces réformes, qu'elles soient difficiles, douloureuses, mais en tout cas c'est ce vers quoi ils veulent aller. Donc et puis surtout les commentaires aussi sur le Parti communiste qui n'est pas représenté au Parlement ukrainien maintenant. Et là je viens d'arriver au débriefing des 60 observateurs. Le chauffeur de taxi, qui était un jeune de 25 ans, me disait « Enfin, il n'y a plus de députés de Parti communiste au Parlement ukrainien. On est enfin débarrassé de cette période post-soviétique et enfin, c'est signe que l'on veut avancer vers un autre schéma. » Merci, vous restez avec nous. Bernard Guittas, qui attend la nouvelle majorité, on le disait tout à l'heure, c'est des réformes très difficiles, et il y a quelque chose d'assez contradictoire entre, j'allais dire, le fait d'être dépositaire des aspirations de Maïdan et la dureté des réformes qui s'annoncent. Et là, il y a quelque chose de conflictuel qui s'annonce visiblement. Mais il faut, de ce point de vue, ardemment souhaiter que l'Union européenne, le FMI et les autres prêteurs internationaux aient l'intelligence de ne pas mettre de conditions économiques et sociales trop violemment dures à leur aide. Parce que on vient de voir un pays qui votait massivement, clairement pour l'Union européenne. Encore faudrait-il que cette même Union ne dégoûte pas ce pays de ce que représente l'Union européenne. Alors, les réformes structurelles, oui, comme la réforme de la justice, naturellement qu'il faut les exiger et naturellement qu'il faut qu'elles soient aussi rapides que profondes. Oui, mais ça veut dire aussi, peu ou prou, mettre en cause le pouvoir des oligarches, etc. Ça va à un moment donné... Vous savez, contrairement à ce qu'on a beaucoup dit depuis hier soir, le pouvoir des oligarques, qui reste immense en Ukraine, naturellement, d'abord, n'y est pas plus grand qu'en Russie, bien loin de là, et deuxièmement, il a un peu tendance à s'amenuiser parce que, regardez, il y a un jeune, nouveau parti
qui a quand même fait une percée électorale assez spectaculaire. Et ce parti, c'est le parti de la génération qui précisément ne veut pas plus du pouvoir des oligarques que de la corruption et de cette vieille classe politique directement héritée de l'Union soviétique, qui était complètement cul et chemise, pardonnez-moi, avec l'argent et les grandes fortunes. Donc il y a non seulement le vote pour l'Union, mais il y a aussi une évolution des forces politiques sur l'échiquier ukrainien qui est extraordinairement encourageante. Mais encore une fois, ne tordons pas trop le bras, nous, les Européens, à ce pays dans lequel il est déjà si difficile d'un point de vue social de vivre. Antoine Arjakovski, est-ce que ce résultat va pousser Poutine à être un peu plus conciliant? Je pense notamment à toutes les négociations sur le gaz, ou au contraire, il risque de durcir sa position? Il l'a durci. Il l'a durci clairement. Le vendredi dernier, le 24 octobre, il y a eu un discours du club Valdai à Sochi, où là, il a fait le discours le plus anti-américain qu'il ait jamais prononcé. Un discours vraiment violemment anti-occidental. Et sur l'Ukraine, on lui a posé des questions et il est revenu sur son grand thème depuis le mois de mars, qui est la Novorossia, la nouvelle Russie, cette région qui veut ressusciter et qui en réalité, depuis les années 1870, n'a plus aucune existence juridique. Donc le fait qu'il soit revenu aussi précisément sur la région de Nouvelle-Russie, en incluant des régions comme Kharkov par exemple, alors que Kharkov n'a jamais fait partie de la Nouvelle-Russie, ça signifie qu'il maintient son projet de dire, voilà, l'Ukraine n'existe pas, la partie ouest, elle doit faire partie de la Pologne, la partie est, c'est nous, c'est la Nouvelle-Russie. Donc, à mon avis, là, les choses ne peuvent que s'empirer. Galia, Kerman? Oui, je pense que c'est un scénario qui n'est pas exclu parce que pour des raisons de politique interne, surtout, Poutine ne peut plus abandonner les rebelles pro-russes dans la région de Donbass. Ces régions et surtout la Crimée que Poutine a annexée purement et simplement, ne sont pas tout à fait viables sans d'autres régions et sans la sortie vers la mer Noire, ce qui explique toute cette discussion autour de la Novorossia. Mais en effet, le projet existe maintenant. Il faut voir aussi comment vont se comporter les Ukrainiens, parce que beaucoup va dépendre de l'hiver qui vient. S'ils survivent à l'hiver, s'ils ne sont pas gelés, si les négociations sur le gaz, malgré tout, aboutissent, parce que la Russie a aussi besoin de l'argent, elle est en très mauvaise posture économique elle-même, alors il y a une chance que Poutine sera obligé de reculer. C'est-à-dire, moi, il me semble que la partie n'est pas encore jouée. On retrouve Nathalie Pasternak de Kiev. L'une des surprises de ce scrutin, c'est de nouveau les instituts de sondage qui pourraient être mis en cause. C'est le très faible score du parti radical de Lyashko qui a fait un peu plus de 6%, alors que certaines estimations le donnaient beaucoup plus haut. Vous avez, des explications à ce revers électoral ? Je pense que c'est pas un revers électoral, mais simplement une réalité de l'Ukraine, d'une Ukraine qui n'est pas du tout extrémiste et facho comme on a voulu le montrer pendant maintenant presque un an, faisant le relais de la propagande russe. Donc les Ukrainiens sont profondément d'abord attachés à leur terre, ils sont patriotes, ils défendent leur territoire aujourd'hui, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont extrémistes. Et ils l'ont montré par ce vote, un taux de participation qui est quand même assez conséquent, et montrant par ce vote qu'ils sont de vrais démocrates, de vrais Européens, en tout cas des gens qui aspirent à un autre schéma, mais qui n'est sans doute pas ni vers une extrême, ni d'un côté, ni de l'autre. Donc des Ukrainiens qui sont tout à fait matures dans leur choix de vie et d'avenir. Ils savent que les mois qui viennent, les semaines qui viennent seront difficiles. Il faisait -7 la nuit dernière à Kiev. Il y a certains immeubles qui n'ont pas encore de chauffage. Les chauffages arrivent dans
les immeubles petit à petit, mais ils sont prêts à tous les sacrifices et ils l'ont montré sur le Maïdan. Ils le montrent aujourd'hui dans la mobilisation qui est apportée par les volontaires sur le front auprès des soldats et qui se battent pour défendre le territoire. Et c'est vraiment une mobilisation de tous. Donc c'est une mobilisation dans les urnes et c'est une vraie mobilisation physique. Donc arrêtons de parler s'il vous plaît, maintenant les choses sont claires, laissons les Ukrainiens avancer et avancer calmement et sereinement en les accompagnant et sans les accuser de toute cette propagande fasciste. Voilà, il faut, je pense, aujourd'hui leur faire confiance et les accompagner surtout. Ils n'attendent pas plus que ça de l'Europe, qu'un accompagnement. Et ils ont besoin aujourd'hui d'avancer sereinement. Merci beaucoup Nathalie Pasternak. Bernard Guetta, on va revenir au choix politique qui s'offre à Poroshenko. Est-ce qu'il peut élargir considérablement sa majorité, ouvrir une coalition plus large pour éviter peut-être le face-à-face avec son Premier ministre ? Écoutez, il en a en tout cas la possibilité avec les résultats électoraux et le besoin certainement, parce que plus l'Ukraine et son président pourront opposer un front uni le plus large possible à Vladimir Poutine, mieux ce sera à tout point de vue. Mais vous savez, il y a eu en tout début d'après-midi une déclaration qu'il faut relever du ministère des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, disant que ce vote, dont on ne conteste pas, vous l'avez souligné, du tout, la légitimité et la régularité, que ce vote, je cite, consacrait la victoire des partisans de la paix. Et ça, c'est quand même une chose tout à fait extraordinaire. Parce que donc, les partisans de la paix, c'est le président et son Premier ministre, le président ukrainien et son Premier ministre qui s'opposent à Vladimir Poutine. Alors, il faut essayer de décrypter. Décoder, comme d'habitude. De décoder, même de décrypter. Oui. Eh bien, moi, je vous propose un décryptage qui est le suivant. Depuis de longs mois, et c'est de plus en plus net maintenant, on sent parfaitement bien qu'il y a à Moscou des clans qui s'opposent, ou des courants plus exactement, d'ailleurs, qui s'opposent à propos de la crise ukrainienne. L'argent crie casse-cou devant l'aventurisme de Vladimir Poutine. Mais les affaires étrangères, la diplomatie, toute une partie de l'appareil d'État crient aussi casse-cou, parce qu'ils voient bien que cette politique ne mène qu'à une seule chose, qui est de mettre la Russie dans la main de la Chine. Parce que le jour où la Russie aurait, je dis bien aurait, pas aura, aurait complètement rompu ou très largement rompu avec les États-Unis et l'Union européenne, il lui restera qui comme allié ? La Chine, puissance limitrophe, infiniment plus riche et plus de 10 fois plus peuplée que la Russie. Pour la Russie, se mettre dans la main de la Chine, c'est une folie, mais pure et simple. Parce que pour le coup, ce n'est pas l'Ukraine qui sera vassalisée par la Russie, c'est la Russie qui sera vassalisée par la Chine. D'où ces différences de tonalité entre les différentes instances russes. Mais bien sûr. Vous partagez, Antoine, cette analyse de Bernard Guetta ? Oui, je la partage et je pense que c'est la raison pour laquelle, encore une fois, à Sotchi, vendredi dernier, le président Poutine a bien dit, nous, on fait du commerce avec la Russie, avec la Chine, mais comme tout le monde. La priorité, c'est toujours l'Europe. Et c'est la raison pour laquelle il est venu à Milan et qu'il a voulu essayer de négocier avec le président français, Angela Merkel. Pour lui, c'est très important. Et il a été extrêmement déçu de voir que les Européens n'avaient pas levé les sanctions et étaient solidaires derrière l'Ukraine. Juste un peu avant, il s'était rendu en Serbie. Et là, pour moi, c'est très significatif. Encore au mois de mars, Poutine, pour moi, avait le choix entre prendre conscience que c'était une folie pure que de faire la guerre en Ukraine et de se rendre compte que, un peu comme De Gaulle l'avait fait dans les années 60, il fallait décoloniser et comprendre que la Crimée, c'était une colonie, le Donbass, une colonie, etc. Aujourd'hui, il n'a pas du tout fait ce choix-là. Il a fait le choix plutôt de Milosevic, de transformer une sorte de mythologie nationale communiste, anti-occidentale, anti-américaine. Il est rentré dans cette logique-là, mais il espère quand même commercer avec les Européens. Et là, il y a une contradiction qui, à mon avis, est fatale. Et donc peut-être, justement, ces différentes de musique, des différentes déclarations montrent que la direction russe
autant que faire ce n'est pas homogène là-dessus. Sauf que, à mon avis, les déclarations du ministère des Affaires étrangères russe, lorsqu'ils disent une victoire du clan de la paix, c'est pour un peu désarmer les Ukrainiens qui l'interprètent comme une victoire. Voilà, alors que c'est pas le cas. Merci beaucoup à tous les trois. Bernard Guetta, juste un mot. On y reviendra beaucoup plus longuement demain, une fois qu'on aura les résultats définitifs. Et sur un autre événement, c'est les élections en Tunisie. Écoutez, le résultat de ces élections qui consacrent la victoire des laïcs contre les islamistes nous rappelle trois choses. La première, c'est que islamiste, ça ne veut plus rien dire. Islamiste, aujourd'hui, ça désigne à la fois les musulmans conservateurs au pouvoir en Turquie, les égorgeurs fous, les frères musulmans, bref, toute une palette. Et il faudrait au moins, à la lumière de ces élections tunisiennes, faire définitivement la différence essentielle entre islamistes et djihadistes. Deuxièmement, ces élections prouvent l'inanité absolue de toutes les théories sur l'incompatibilité complète entre l'islam et la démocratie. Et troisièmement, elles appellent un regret phénoménal. Parce que si nous, les Occidentaux, l'Europe et les États-Unis, avions aidé l'insurrection syrienne, aujourd'hui, la Syrie serait probablement sur la voie que suit la Tunisie, parce que les élites nationales syriennes étaient au moins, je dis bien étaient au moins aussi brillantes, aussi riches intellectuellement et aussi nombreuses que celles de Tunisie. Il y avait un espoir en Syrie de voir la même évolution qu'en Tunisie, et nous l'avons ignoré, piétiné, et le résultat, c'est l'État islamique. Merci beaucoup Bernard Guetta, et on reviendra demain dans le 5 à 7 sur les résultats définitifs de ces élections tunisiennes. À suivre, le journal de Marie-Aline Mélihy, puis mon grand témoin sera Alain Minck pour le dernier essai qu'il vient de publier, Le mal français n'est plus ce qu'il était.